Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information, le dernier pour le compte de cette nouvelle semaine au sommaire. Ceux qui étaient encore des captifs dans les zones anglophones, libérés par la suite, ont été rencontrés ce jour à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, promet de traquer ces kidnappeurs. Où en est-on avec la sécurité de l'aviation civile dans la sous-région Afrique centrale? La question était au centre de la réunion des ministres des Transports et de l'aviation civile des pays membres de la zone SEMA qui s'est tenue ce vendredi dans la capitale économique. Et puis, affaire des femmes ou des mères d'enfants abandonnées ou prises comme prisonniers dans un hôpital à Yaoundé, notamment à l'hôpital central de Yaoundé. Sur cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux, le directeur général du dit hôpital s'exprime au micro de Spectrum Télévision. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce jour à Yaoundé. Une fois de plus, bonsoir. Nous le disions en titre, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a rencontré ce jour à Yaoundé les chefs traditionnels des régions anglophones capturés puis libérés par des personnes encore non identifiées. Ces chefs étaient accompagnés par le maire de Boya, Ekema Patrick. Sur les enjeux de cette rencontre, je vous propose de suivre ce reportage que nous propose Olivier Bouzike. Abattu, une peau affligée, cachant difficilement des traces de torture, que ces chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest ressortent de leur captivité. Un cauchemar qui aura duré environ 2 semaines. Une pilule difficile à avaler pour le gouvernement camerounais. Les terroristes, ils ont franchi le seuil de la tolérance. Ils vont payer. Ils vont payer. D'une manière ou d'une autre. Donc les chefs traditionnels, je voudrais vous encourager. Soyez le bienvenu à Yaoundé. Le gouvernement est avec vous. C'est un ultimatum donné par le maire de Boya le 30 juillet dernier qui a conduit les sécessionnistes à libérer leurs otages. Patrick Ekima, le magistrat municipal, ainsi que les fils et filles Bakouri du Sud-Ouest avaient alors donné 24 heures aux Ambazoniens pour libérer les gardiens de la tradition. Les terroristes ont franchi le seuil de la tolérance. Ils ont kidnappé les chefs traditionnels. Ils ont violé plus de 1450 jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. Ils ont tué les forces de maintien de l'ordre et de sécurité qui sont là pour préserver les populations. Ils ont détruit les biens publics, privés. Ils ont empêché les enfants d'aller à l'école. Le gouvernement camerounais durcit le ton et se dit déterminé à traquer tout contrevenant à la loi républicaine. Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, a donné des consignes claires. Les populations seront protégées, mais les terroristes seront traqués. Ils seront remis à la justice. Je voudrais même vous dire que ceux qui financent ces actes barbares, ces atrocités, bien qu'ils soient à l'étranger, ils ont été clairement identifiés. Et tôt ou tard, les avions ou l'avion qui a ramené leurs acolytes du Nigeria, le même avion partira et cet avion les ramènera au Cameroun. Soulignons qu'après le ministre de l'administration territoriale, le premier ministre Philémon Yan a reçu en audience les 6 chefs traditionnels remis en liberté. Rappelons par ailleurs que le chef Mbanda, lui, est décédé en captivité vendredi dernier. Nous le disions il y a un court instant, ces chefs traditionnels ont été conduits à Yaoundé par l'exécutif communal de Boyar. Le maire Patrick Ekema rencontre ici la stratégie qui a été mise en place pour la libération de ces chefs traditionnels. Il s'exprime au micro de Spectrum Télévision. Population de Boya, au départ c'était la population de Boya, mais enfin c'était la population du Sud-Ouest qui se sont réunis pour demander la libération de tous les chefs traditionnels et les autres personnels qui ont été pris en otage. Et après, on les a donné 24 heures, et avant 24 heures, ils ont libéré les chefs. Au début, nous avons tenu un dialogue avec toute la force vivre de la municipalité
Et nous étions en train de répondre aux questions que certaines posent qu'il faut un dialogue. Et nous avons demandé si le chef d'État veut dialoguer, il doit dialoguer avec quoi? Avec les maquisards. Si on veut faire le dialogue commence au niveau de la base qui est la commune. Donc au niveau de Buea, on a dépassé ce niveau. Et en plus, ils ont déclaré le lundi les villes mortes. On les a obligés que l'État restera debout, les institutions républicaines resteront debout, que l'État n'a jamais déclaré le lundi des vies mortes. Donc la vie doit bouger le lundi. On les a appelés pour le dialogue, tous les commerçants, ils n'ont pas respecté. On était obligés de sceller toutes les boutiques, toutes les banques et toutes les maisons de communication MTN Orange de la ville de Buea. Ils ont fini pour les négociations. Ils ont pris un engagement de ne plus fermer ou sceller les endroits le lundi. Donc lundi, nous pensons bien que la ville de Buea doit bien circuler, doit être bougée. Et sinon, nous n'avons aucun choix de redescendre sur le terrain avec une force très musclée. Avec la sécurité de l'aviation civile dans la sous-région Afrique centrale, la question était au centre de la réunion des ministres des Transports de l'aviation civile des pays membres de la zone de CEMAC qui s'est tenue ce vendredi dans la capitale économique. Ceux-ci ont également planché sur la question de la certification et de l'appui aux compagnies aériennes nationales. Le point est dans ce reportage. Comment rendre les compagnies aériennes nationales de la sous-région Afrique centrale plus compétitives? La problématique a été évoquée au cours de la réunion du comité ad hoc des ministres des Transports et de l'Aviation civile des États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC qui s'est déroulée ce vendredi 3 août à Douala. Le sujet préoccupe d'autant plus que le transport aérien est un facteur important d'intégration sous-régionale. Les transports jouent un rôle important de support à la production et d'accélérateur au développement socio-économique des États. Mieux, en tant que secteur clé, les transports constituent un véritable outil d'intégration, laquelle ne peut être renforcée qu'à travers le développement du transport aérien. Vous conviendrez donc avec moi que la réunion de ce jour doit être une occasion pour nous, ministres du secteur, de faire le point sur un certain nombre de préoccupations liées au transport aérien dans la sous-région, dont l'essor reste très mitigé. La finalisation du processus de liquidation d'Air CEMAC, les incompatibilités à l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, l'élaboration des modalités de soutien aux compagnies aériennes nationales, en passant par la certification de celles-ci, sont autant de sujets qui ont été évoqués au cours de cette réunion. Et sur ces deux derniers points notamment, le ministre camerounais des Transports affirme. Nous devrons à cet effet compléter et mutualiser nos efforts afin de hisser nos compagnies nationales aux standards internationaux pour leur permettre de s'imposer dans le marché très concurrentiel du transport aérien. Je demeure donc convaincu que notre intérêt pour le développement du secteur, balisé par les éclairages de nos experts, est un gage de succès des présentes assises. Créée en 2007 et érigée en institution spécialisée par la Conférence des chefs d'État de la zone CEMAC en 2012, l'Agence Supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale a 5 objectifs, parmi lesquels établir les dispositifs de certification et de supervision de la sécurité des aérodromes. Cette assise a regroupé ce jour à Douala autour d'une même table les ministres des Transports de la zone de CEMAC. Il a longuement été question de la sécurité de l'aviation civile. C'est quoi, ou alors à quoi renvoie exactement cette notion de sécurité et à quel moment parle-t-on de sécurité aérienne? Quelle est la différence entre les deux? Nos reporters ont rencontré Charles Quint Maboum, inspecteur assermenté de sécurité aérienne. Il s'explique au micro de Makedali Yotom et de Jules Port. Alors, la sécurité dans le transport aérien, on
peut la subdiviser dans deux domaines. Vous avez la sécurité dans l'exécution même des vols et vous avez la sécurité au niveau du traitement des vols. Et cette sécurité, je vais commencer par celle du traitement des vols, elle a deux volets. Il faut s'assurer que déjà tout ce qui intervient autour de l'avion, soit pour son chargement, ont une qualification pour le faire. Et également, ceux qui sont en charge de le piloter, de le manipuler, de prendre l'envol avec cet avion, ont des compétences pour pouvoir le faire. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut dire que l'avion a été traité dans des conditions de sécurité. Et vous avez encore un autre volet de la sécurité dans l'évolution même de l'avion sur le ciel. Donc il faut s'assurer que le personnel qui est au sol, qui s'assure des relais entre différents avions dans leur contrôle, ce personnel a des qualifications nécessaires pour pouvoir le faire. Donc là-dedans, vous trouverez ce qu'on appelle des contrôleurs aériens. Vous trouverez également des services météorologiques qui sont chargés en temps et en heure pour pouvoir donner des informations météorologiques aux pilotes pour qu'ils sachent que la route qu'il est en train de suivre, là où il est en train d'évoluer, il ne rencontrera pas un phénomène dangereux pour sa sécurité. Alors, je vais peut-être faire un petit feedback par rapport à la sécurité au niveau du traitement des vols. Vous avez un volet très particulier de la sécurité qu'on appelle la sûreté. Alors, la sûreté de l'aviation civile, c'est quoi? La sûreté n'est autre que l'ensemble des moyens et mesures que l'on peut mettre en marche pour protéger l'aviation civile. C'est-à-dire, en fait, pour éviter des actes d'intervention illicites. C'est-à-dire, il faut être sûr que le bagage qu'on va charger dans l'avion ne contient pas un objet dangereux, éventuellement une bombe. Il faut s'assurer que tous les passagers qui embarquent dans un avion, ils n'ont pas des armes sur eux. Donc ça, c'est un domaine particulier de la sécurité qu'on appelle la sûreté. Dans le reste de l'actualité, on parle de la construction du barrage de Lompangare qui a été jalonné de nombreuses revendications. La nouvelle approche de gestion de ces dernières a fait l'objet d'un atelier tenu tout récemment à Berthoua. Vous nous dites, Jackson Marchard, que cet atelier a été organisé par Electricity Development Corporation. Electricity Development Corporation, en abréviation EDC, a organisé un atelier de suivi post-chantier des ex-employés du barrage de Lompangare et de vulgarisation du mécanisme de gestion des plaintes. Les participants ont été édifiés sur le suivi des aspects sociaux relatifs à la mise en œuvre du projet hydroélectrique de Lompangare. Cet atelier, qui regroupait les ex-employés du barrage de Lompangare, autorités traditionnelles, les populations affectées par le projet, les organisations de la société civile, les syndicats et les organismes de protection des droits humains a permis de faire l'état de lieu de la prise en compte des revendications sociales dans le cadre de la construction du chantier de Lompangare. EDC a pris nos besoins en compte, mais là où nous réclamons certaines choses à EDC, c'est qu'ils ne suivent pas ce qu'ils ont mis en compte là, dans l'encadrement des populations, dans l'amélioration des conditions de vie des populations et même aussi dans les échanges. La rencontre de Berthoua a permis d'édifier les participants sur les contours du dispositif innovant de gestion des plaintes et de prévention des conflits qui intervient dans un contexte marqué par la fin des activités du chantier et la démobilisation des chantiers sur le site Lompangare, ainsi que la clôture de certains programmes d'accompagnement des populations dans le cadre des mesures sociales et environnementales du projet Lompangare. Nous avons, au niveau de l'EDC, révisé le mécanisme de gestion des plaintes. Nous sommes venus pour le vulgariser, afin que les populations soient désormais informées sur les voies de communication les plus adéquates pour faire acheminer leurs différentes plaintes. Et je pense que c'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Il faut toutefois reconnaître que l'organisation de cet atelier a permis de rechercher des solutions réparatrices justes et équitables aux revendications sociales qui ont jalonné la marche du projet depuis les indemnisations jusqu'à la mise en service du barrage, en passant par les impacts induits
par le remplissage du réservoir et la mise en œuvre des mesures sociales et environnementales. On ne devrait pas se retrouver avec les employeurs ou l'État rien que dans le cadre de la résolution des conflits sociaux, à savoir la gestion des grèves. Nous aimerions que ce genre d'expérience que l'Ompanga vient de nous faire vivre là se répète, à savoir quoi? Qu'on se retrouve dans le cadre du tripartisme de temps en temps. Malgré la fin du chantier de construction du barrage à retenue d'eau de Lompangar, beaucoup reste encore à faire, notamment dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale, dont la mise en œuvre du cahier de charges accuse un grand retard. L'affaire des mères d'enfants séquestrés à l'hôpital central de Yaoundé, le directeur général de cette institution sanitaire était donc face à la presse ce jour. Dans la capitale politique, le professeur Joseph Pierre Fouda a donc donné des explications sur ce scandale qui est relayé à travers les réseaux sociaux. Il s'exprime au micro de Spectrum Télévision. Regardez, décryptez bien ces images. Une salle qui a 10 femmes, c'est la promiscuité, non? Alors vous allez voir que ces femmes sont assises, certaines sur le lit, certaines à même le sol, en train de donner le sein à leur enfant. Regardez bien, il n'y a pas un signe de souffrance sur leur face, premièrement. Maintenant, regardez les lits. Les lits sont bien faits. Qui a fait les lits? Ça veut dire qu'en réalité, il y a 2 personnes qui sont couchées sur ces lits. Troisièmement, regardez, la porte est ouverte. Nous n'avons pas de cachot à l'hôpital, nous avons des salles d'hospitalisation. Mais je sais vous aussi dire qu'il y a les bienfaiteurs qui viennent de temps en temps pour aider l'hôpital, par exemple, en payant les frais de ces femmes. Certainement, peut-être qu'il y a une manipulation, pas peut-être, il y a une manipulation, faire asseoir ces femmes comme ça là, prendre une photo, parce que ça ne ressemble à rien en ce qui nous concerne. Ça ne nous ressemble pas. Vous-même, vous imaginez que 10 femmes là, comment elles peuvent dormir dans ces petits espaces-là? Comment? Malheureusement, ils ne sont pas assez fins, assez intelligents. Et qu'il y a toujours la vérité qui transparaît. Et c'est la vérité là que je veux qu'on retienne. C'est ce que nous vivons tous les jours. Et on a 4000, au moins 4000 accouchements par an. S'il fallait séquestrer, la maternité serait pleine de tels cas. Si vous venez demain, vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas payé. Et pas seulement à la maternité. Dans tout l'hôpital, il y a de telles situations. Il y a un petit déjeuner qui est donné à tous les indigents de l'hôpital et il y a le repas qui sont donnés à tous les indigents de l'hôpital. Maintenant, j'ai dit, et il faut le retenir, sauver les vies et le respect de la dignité humaine est primordial. Les rideaux sont tombés ce jour sur la 7e édition du Salon de l'action gouvernementale. Le SAGO a pour cette année 2018 récompensé les entreprises publiques à cet effet. La Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels s'en est donc sortie avec un grand prix, celui de la meilleure action de communication. On fait le point avec Mireille Siabier. En 2017, la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels a remporté le prix du plus beau stand au SAGO. Cette année, il lui est décerné le grand prix de meilleure action de communication gouvernementale. Ce prix montre déjà que nous sommes sur la bonne voie. Il faut dire que l'essentiel de nos activités, il faut rappeler aux Camerounais que la Sénamé, c'est un outil qui a été mise en place par l'État du Cameroun afin de permettre aux Camerounais d'avoir accès à des médicaments de qualité et à des prix raisonnables. Bras séculé de l'État du Cameroun, la Sénamé gère un portefeuille de médicaments essentiels en droite ligne avec les directives du ministère de la Santé publique et des organisations internationales de mise en œuvre des politiques de santé en matière de prise en charge thérapeutique. Il faut dire que la Sénamé, il ne faut pas seulement voir la Sénamé au niveau de Yaoundé, mais il faut voir les médicaments qui arrivent dans nos différents villages au niveau de nos centres de santé. Vous connaissez Ngoïla, vous connaissez sûrement Fondjomukwet, vous connaissez d'autres endroits ici au Cameroun où, quand il n'y a pas ce genre de médicaments, les populations sont perdues.
Des médicaments essentiels de qualité pour tous, un vœu du chef de l'État Paul Biya qui rentre dans la feuille de route de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels. La semaine de l'allaitement maternel est célébrée comme chaque année du 1er au 7 août par l'Organisation mondiale de la santé. Cette année commémore la déclaration d'Innocenti signée en août 90 par les responsables politiques, l'OMS et autres UNICEF pour promouvoir et encourager l'allaitement maternel. Après les conseils pratiques d'il y a quelques jours, notre rédaction vous propose de revenir sur le mythe qui entoure l'allaitement maternel. C'est un reportage de Inès Pangan. Conseil de grand-mère connu de celles qui ont déjà enfanté, consommer le vin communément appelé chez nous matango ou les boissons alcoolisées peuvent faciliter la coulée laiteuse. Une recommandation des mamans qui n'a aucun fondement et dont les résultats ne sont pas vérifiés. C'est ce que les mamans disaient à l'époque. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais je pense que c'est le fait que le bébé suce le téton qui va déclencher la sécrétion de lait. La solution pour une coulée laiteuse abondante se trouve au contraire dans l'alimentation de qualité de la maman. Une femme qui allaite pour avoir le maximum de lait doit manger équilibré et doit manger beaucoup d'aliments liquides. Elle ne doit pas manger les aliments secs, les fritures, les rôtis. Elle doit prendre des bouillons, elle doit manger suffisamment de légumes et prendre des produits laitiers. Passé le problème de l'absence ou de l'insuffisance du lait maternel, le bébé doit prendre exclusivement le lait de sa maman durant ses 6 premiers mois de vie. C'est à partir de 6 mois qu'on va ajouter des autres aliments, qu'on va commencer à compléter et à faire ce qu'on appelle l'alimentation de complément. Parce qu'en ce moment-là, le lait seul ne suffit plus pour couvrir les besoins énergétiques de l'enfant. Donc, avant 6 mois, il est hors de question qu'on donne quoi que ce soit à l'enfant. L'enfant doit prendre uniquement le lait. Et ce sera à partir de 2 ans que le sévrage définitif pourra être fait pour, en plus du bien-être du bébé, développer le lien affectif maman-bébé. En sport, des médaillés camerounais viennent de recevoir la reconnaissance de la nation. Il s'agit des athlètes de judo, football pour déficients mentaux et bodybuilding qui ont glané de multiples récompenses durant diverses compétitions. Ils ont été reçus hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au cours d'une cérémonie suivie par notre reporter Olivier Bouzike. Voici les héros camerounais des récentes compétitions internationales. Près d'une trentaine d'athlètes qui se sont illustrés dans différentes disciplines, au tournoi de football pour déficients intellectuels, au championnat d'Afrique de judo individuel et par équipe dames-messieurs Tunis 2018 et durant le championnat du monde de bodybuilding Vicenza 2018. Après plusieurs semaines de compétition, ils rentrent les valises bourrées de médailles. Les athlètes camerounais ont brillamment pris part aux compétitions citées plus haut en remportant des médailles d'or, d'argent et de bronze sous la coordination des valeureux encadreurs, chers lions indomptables du football pour déficients intellectuels, du judo et du bodybuilding. Le Cameroun est fier de vos prestations. Pour les athlètes, cette consécration est le fruit d'un long et dur labeur. C'est le travail et rien que le travail. Et vous savez, on persévère dans l'effort et je crois que notre fédération continue à travailler. Je crois que c'est quand on atteint les cimes qu'il faut même redoubler d'ardeur au travail. Je pense qu'il n'y a pas plus heureux lorsque vous avez vraiment trimé, vous avez transpiré, vous avez soutenu. Et aujourd'hui, on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos athlètes. Pour moi, c'est une très grande satisfaction. Cependant, les combats ne s'arrêtent pas là. Les championnats locaux et coupes des prochaines éditions augurent de nouveaux challenges. Nous avons le championnat national du Cameroun qui a lieu le 4 août à Yaoundé à l'École nationale supérieure des travaux. C'est une compétition comme ça qui va nous qualifier les athlètes qui iront au championnat du monde à Bakou en Azerbaïdjan qui a lieu au mois de septembre, entre le 18 et le 28 septembre à Bakou. Donc nous sommes en pleine préparation et je crois que le Cameroun, du moins le judo camerounais, a mis les petits plats dans les grands. Nous avons fait venir un expert japonais qui sera avec nous pour 2 ans pour donner son appui technique comme ça au judo camerounais. Vous savez, le judo vient du Japon, donc c'est pour vous dire que nous avons des grandes ambitions et nous allons aller de l'avant. Les primes de participation
à ces différentes compétitions leur ont été solennellement remises par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Avant de clôturer ce journal, prenons d'abord ce public reportage. Conscient de l'importance de la communication dans une entreprise comme la Société nationale de raffinage, le directeur général de la Sonara, Ibrahim Talba Mala, a mis en place une stratégie de communication qui inclut la participation de l'unité économique de production de biens dont il a la charge aux foires et expositions. Voilà qui justifie la présence de la Sonara au Salon de l'action gouvernementale, SAGO 2018. Dans le stand, les visiteurs sont édifiés sur les missions de la Société nationale de raffinage. La mission de la Sonara consiste, n'est-ce pas, à raffiner le pétrole brut en produits pétroliers de base que sont le gaz butane, l'essence super, le gasoil, le fuel oil, le jet fuel qui est utilisé dans les avions et ainsi de suite. Voilà, il est bon de savoir que Sonara ne creuse pas et ne fait pas la recherche pétrolière. Elle achète le brut comme matière première qui lui permet de réaliser ses objectifs. La Sonara est venue au SAGO avec de nombreux projets et réalisations dont l'importance n'est plus à signaler dans le cadre de la pérennisation et de la compétitivité de l'entreprise. Sonara a été engagé dans un projet d'extension et de modernisation de ses installations. Un projet qui est subdivisé en deux phases. La première étant terminée. Nous sommes actuellement en train de faire un arrêt de connexion, n'est-ce pas, entre ce que j'appellerais les unités existantes à la première phase d'extension et de modernisation. Ce qui donne à la Sonara la possibilité aujourd'hui de raffiner un peu plus qu'avant. Nous passons donc d'une capacité de 2 100 000 tonnes par an à 3 500 000 tonnes et même plus par an. Avec ceci, la Société nationale de raffinage entend pouvoir vendre ses excédents de production sur le marché international, mais la satisfaction prioritaire reste celle du marché camerounais, en quantité et en qualité, sans pénurie. Un engagement pris pour accompagner le gouvernement camerounais vers l'émergence 2035. Fin de ce journal. Le prochain rendez-vous, ce sera donc demain dans le cadre du rendez-vous bilingue à partir de 20h. Mais déjà, retrouvez tout à l'heure Véronique Adji dès 20h pour les informations en anglais. Excellent week-end à tous et à toutes. Bonsoir.